étudiant en bio, j'ai fait mes études aussi à Nancy, donc du coup, fac de droit éco, j'ai fait éco basique, j'ai fait master ingénierie financière de marché, donc du coup, une master que certaines personnes connaissent, ça m'a plu, sans plus, j'ai fait une année de césure aussi, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont prévu de faire des années de césure dans le cadre des études, franchement faites-le, c'est super. En France, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'aide pour les personnes qui ont besoin de financement, etc. Ça se fait surtout entre le M1 et le M2. Ça vous permet de partir un petit peu à l'étranger, ça remet un peu les idées en place, des fois pour mûrir un peu, etc. On va dire que c'est le cas pour tout le monde. J'étais un étudiant vraiment moyen. Je tournais à 12 de moyenne à peu près. Je suis parti à l'étranger. J'ai pas du tout fait quelque chose qui était en relation avec la finance de marché. J'étais à l'étranger, je suis parti au Canada. Je faisais des cafés, je faisais vraiment quelque chose de très très loin des études et ça m'a montré à quel point, franchement, les études c'est cool. Franchement, Nancy c'est cool. On a beaucoup de chance en France déjà d'avoir les études qui sont gratuites. J'ai voulu finir mes études au Canada, on m'a annoncé 30 000 €. J'ai reparti en France finir mes études et donc du coup dans le cadre d'une césure, il n'y a aucun problème, vous pouvez partir à l'étranger et revenir, vous avez toujours votre place dans le master, etc. Franchement c'est super bien. On en parlera peut-être un peu après, mais c'est le petit point. Et donc du coup j'ai atterri de Nancy au Canada pour faire mon année de césure, Nancy, et maintenant je suis à Zurich. Du coup je fais de la finance de marché, je travaille en salle de marché, c'est ça, c'est bon. Je travaille en salle de marché à Zurich, on est une boîte qui s'appelle Leontech, qui est là-haut. On vend des produits structurés. Du coup, c'est de la finance pure et dure, c'est de la vraie finance de marché, en salle de marché. Et du coup, pendant la présentation, je voudrais un peu vous présenter ce qu'est un produit structuré, toutes ces choses que moi, on m'a pas appris ça. Je suis arrivé là, on m'a dit ça fonctionne comme ça c'est un autoco, ça c'est une BRC. D'accord, super. Et donc, du coup, au fur et à mesure d'écouter, de lire des documents, etc., j'ai appris pas mal de choses et en fait, c'est tout con. Donc en fait, littéralement, toutes les choses qu'on entend dans les médias disant les produits complexes de finance de marché, etc., c'est basique. Genre vraiment, c'est très 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 simple. Les personnes, vous avez déjà fait un tout petit peu de finance, vous savez c'est quoi un call, put. Certaines personnes, pour les personnes en droit, je suis désolé, mais ça ne va pas forcément trop te parler, mais c'est vraiment la base de la finance. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une obligation avec un call ou un put. Alors, on les met ensemble, et boum, on a un produit structuré. Et donc du coup, vous avez fait votre premier produit structuré, vous avez assemblé une obligation de l'État français avec un put sur Tesla, et vous avez une structure qui est complexe pour 90% des personnes, 99% des personnes. Voilà, ça c'est un peu ce que je fais. Je me rappelle plus ce que je voulais dire parce que j'ai écrit plein de trucs, mais mes notes elles sont là. Bon, globalement c'est à peu près ça. Donc du coup, tu vois, ça marche pas. Bon, on va faire comme si vous voyez que la partie. En banque, en fait, la finance, c'est beaucoup de choses. C'est Madame Michu qui va voir son banquier et qui lui demande un prêt automobile pour acheter une nouvelle voiture, pour faire un prêt bancaire pour acheter une maison, etc. Ça, c'est la finance. C'est la banque de détail, rien de plus basique. Du coup, ça regroupe. Je pense qu'on est tous dans cette catégorie banque de détail. Sauf s'il y a des personnes qui sont vraiment fortunées ici, qui vont faire du private banking. Mais moi, perso, je suis en banque de détail. Mon banquier, des produits structurés, c'est pas forcément trop c'est quoi. Il va arriver, je vais lui dire j'ai 10 000 € à placer, il va me dire j'ai un livret A, si ça vous intéresse, le rendement c'est 2%. Et on a le private bank aussi. Donc là, c'est plus, on va dire, un conseiller qui a moins de clients, qui a des clients du coup plus fortunés évidemment. Et là, il va commencer à en savoir un petit peu plus sur des placements qui peuvent être attractifs, qui peuvent mêler risque et rendement par rapport à la perspective du client. Et donc, du coup, là, on est déjà dans quelque chose d'un tout petit peu plus financier. Donc là, on a toujours une relation entre le client et le relationship manager. Je suis désolé, je vais devoir employer des termes en anglais, mais des fois, retrouver des termes en français, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression d'être une star, c'est bien. Et ensuite, troisième catégorie, c'est tout ce qui est Independent Asset Manager. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont prévu de faire l'IUP Finance, mais je sais par exemple qu'à l'IUP Finance, il y a des parcours.
gestion de patrimoine, etc. Donc du coup, ça ressemble un peu à ça. Et donc du coup, la règle d'or, c'est du risque pour du profit pour du risque, du rendement pour le risque. Du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais dit. Donc, j'avais écrit là. Oh, c'est bien. Voilà. Donc du coup, un rendement élevé qui rémunère du risque. Je vais vous donner deux exemples de produits structurés. De toute façon, on verra un petit peu après. J'ai fait plein de graphiques, vous avez peut-être déjà vu. Il y a un produit qui dit t'investis 1000 aujourd'hui, dans un an, je te paye 8% de rendement, et en fonction de la performance d'un sous-jacent, donc du coup, pareil, c'est un terme technique, mais ça veut juste dire la performance d'une stock qui est adossée du coup à ce produit structuré, je vais te rendre une partie ou l'intégralité de tes 1000 euros. Donc du coup, ça peut être par exemple Tesla. Prenons Tesla, j'aime beaucoup Tesla. Ouais, j'aime beaucoup Tesla. On va dire, oh ben voilà, aujourd'hui on investit 1000 sur un produit adossé à Tesla, 8% de coupons qui sont garantis, et si Tesla ne perd pas plus que 30% de sa valeur actuelle, donc du coup ne clôture pas l'année avec une valeur à 70% de sa valeur actuelle, je te rends l'intégralité de tes 1000 euros. Sinon, je commence à t'en demander un petit peu. Donc s'il perd 1% plus, je vais t'en donner 1,5, etc. Donc ça, c'est un reverse convertible, c'est un produit tout à fait classique, tout à fait valide, qu'on vend beaucoup, hein, ça se vend beaucoup. Et on pourrait avoir la même chose, mais au lieu d'avoir un coupon garanti, le coupon est conditionnel. On te dit, c'est la même chose, donc du coup, dans un an, je te rends ton investissement si Tesla n'a pas perdu plus de 30%. Par contre, je te paye tes 12% de rendement, si et seulement si Tesla performe. C'est plus tout à fait le même produit. Et c'est plus pour la même clientèle, c'est plus pour le même besoin. Il y a une personne qui voit Tesla se casser un tout petit peu la gueule, genre pas beaucoup, mais genre rester stable en se disant ils feront pas plus de 8%, je pense que ça va rester stable ou ça va légèrement descendre. Donc lui il va prendre le coupon garanti à 8%, il va être adossé à Tesla quand même. Et l'autre qui va dire ah, moi je pense que Tesla ça va rester stable, mais ça ne baissera pas plus que ce que c'est maintenant. Ça vaudra toujours plus qu'aujourd'hui. Du coup je prends un petit peu plus de risque et je vais prendre un coupon conditionnel sur la performance de Tesla. Donc du coup, deux types de produits qui sont super similaires sur le papier, mais finalement qui ne sont pas tout à fait pour le même type d'investissement. Et donc du coup, rendement élevé qui rémunère une prise de risque, c'est plus ou moins ça. Et du coup, là je vous ai parlé d'un produit qui expire dans un an et qui vous donne un coupon. Et normalement, pour les personnes qui ont fait un tout petit peu de finance, un coupon, ça devrait vous faire penser à une obligation. Donc, sauf que là, c'est une obligation qui rend 8% de rendement. Donc du coup, on pourrait un peu s'imaginer ça comme une obligation, sauf que c'est une obligation avec un risque dessus. Et donc du coup, on va voir tout de suite la différence, parce que je me suis bien organisé, dans le schéma de distribution d'une obligation. Du coup, imaginons qu'un investisseur ait voir une banque, ou même simplement vous par exemple. On pourrait même simplifier encore au maximum. Vous allez dans votre banque de détail, vous avez 10 000 euros à placer. Votre banquier vous dit oh, j'ai un super truc, ça vous bloque l'argent pendant 2 ans et puis ça vous rapporte 3% à la fin des 2 ans. Et si vous décidez de sortir, ce ne sera plus qu'1,5. Un truc comme ça, un truc bateau comme ça. Bah, ça, par exemple, c'est typiquement un investisseur avec du cash qui va à la banque. La banque, le banquier, globalement, va voir sa trésorerie ou l'AML, Asset Liability Management, ouais, quelque chose comme ça. Bon, putain, vous êtes plus fort que moi. Si je dis des bêtises, ça vous me le dites. Et ça va rendre ce qu'on appelle un funding, c'est plus ou moins un taux d'intérêt en disant bon, voilà, moi je fund à Libor plus 2 points. Donc, on regarde la valeur du Libor, on ajoute 2 points, et ça, c'est le taux de rendement que la banque peut se permettre de donner à son client. Et donc, du coup, le banquier, lui, va dire bon, bah, pour votre investissement, je peux vous donner garantie 2%.
garantie que la banque ne fasse pas faillite, évidemment. Mais ça, c'est un autre problème. Si la banque fait faillite, je pense que vous aurez d'autres problèmes que les 1000 euros que vous avez placés. Donc du coup, ça c'est vraiment le schéma d'une distribution d'une obligation basique, une solution d'investissement très simple pour l'investisseur. Ouh là là, mettez le micro loin. Ah, super, parfait. Et donc du coup, là, on est sur un schéma de distribution pour une note structurée, donc du coup un produit structuré. C'est la même chose, donc là on se retrouve avec du cash qui arrive dans la banque d'investissement, la trésorerie dit fund à tel point, et cet argent, au lieu de retourner directement à l'investisseur, il part au trading, il dit « Ah ben, t'as ces 1000 euros de l'investisseur. » Généralement, en fait, un certificat, c'est sur une base de 1000 euros, et en fait, on achète, l'investisseur va acheter 1000 certificats de 1000 euros. Donc, on raisonne toujours en certificat d'une valeur nominale de 1000 euros, mais c'est pas parce que je dis 1000 euros qu'on peut investir pour 1000 euros. Généralement, c'est beaucoup plus que 1000 euros. Et le trading va sur le marché, se couvre à l'aide d'options et tous ces instruments financiers qui sont à sa portée. Et globalement, on va dire, ce côté-là, il y a un petit micmac. Pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais complètement vous perdre, c'est pas forcément très passionnant. Là, ah bah attendez, j'ai ça. Super. Le trading va dire, ok, pour ta solution d'investissement, je te propose un coupon, je suis assez confiant sur le fait que je vais pouvoir produire 8% par an lié à la volatilité des sous-jacents. Donc encore une fois, on va dire qu'un investisseur qui vient en disant j'aimerais bien investir une note structurée dans Tesla, ça ne va pas procurer le même rendement que quelqu'un qui vient en disant je souhaite investir dans une note structurée basée sur un indice, le CAC 40 par exemple. Le CAC 40, il bouge un peu quand même, hein, souvent ça bouge un peu. Tesla a dû faire plus 80% depuis le début de l'année. J'aurais bien aimé que le CAC 40 fasse plus 80%, mais malheureusement on y sera loin. Donc, du coup, voilà, deux volatilités, deux rendements différents, et la volatilité c'est le risque hein, généralement en finance. Et donc du coup, on va pouvoir proposer un coupon dépendant globalement de la volatilité des sous-jacents. Hop, ça revient dans la banque d'investissement, on fait un micmac avec les papiers, etc. Et on rend ce qu'on appelle une note structurée. Donc, du coup, un produit structuré au client disant, donc avec des papiers, disant voilà, vous allez investir tant, cet investissement va vous rapporter 8% par an, votre capital n'est pas garanti, il est sujet à un risque, etc. avec toutes les explications. Bref, ça s'appelle une note structurée, ça s'appelle un certificat. Et ça va directement dans la banque dépositaire de l'investisseur. Évidemment, l'investisseur ne va pas partir avec un bout de papier chez lui en disant j'ai investi 1 million et ça vaut 1 million, ça part sous format dématérialisé directement dans la banque dépositaire. C'est ce qu'on appelle un custo ou un custodian en anglais. Petit cours d'anglais. Alors attendez, je vais le faire à la main, ce sera plus simple. Comment ? Alors, du coup maintenant on a vu tout ça, on sait c'est quoi plus ou moins globalement c'est quoi une note structurée. Et la question de se poser c'est pourquoi pourquoi investir dans une note structurée super complexe sur Tesla alors qu'on pourrait juste aller sur Bourse Direct ou je sais pas trop quoi et acheter une action de Tesla. Là il n'y a pas forcément trop de réponses à ça, il y en a, je vais quand même en donner quelques-unes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est éviter une exposition directe à ce sous-jacent-là. Donc, du coup, imaginons qu'on soit... je vais prendre un autre exemple que Tesla. On va prendre Volkswagen, tiens. J'aime relativement bien Volkswagen, mais j'ai pas forcément non plus l'impression que ça va performer de ouf. Donc, du coup, sur une échelle, je me dis... peut-être que ça va faire plus 8%, et peut-être que ça va faire moins 20%. Et donc du coup, là, on a une certaine vision du marché. Non. Moi, ma vision, c'est plus 10, moins 20.
Donc je vais acheter un produit structuré qui va me permettre, si le sous-jacent fait moins 20, bah, je garde quand même tout mon argent. Et donc du coup, ça, en contrepartie de ça, évidemment, si le sous-jacent, il sort la voiture du siècle, la nouvelle Golf, je sais pas trop quoi, j'aime beaucoup les Golf, et que l'action fait plus 40%, on a un petit coup d'opportunité, on va dire ça comme ça, c'est les termes normalement qui doivent vous parler. On aurait pu investir, on aurait pu prendre plus 40 et finalement juste prendre plus 10. Finalement, plus 10, c'est pas trop mal. Du coup, c'est... super. Je vais repartir tout de suite sur le graphique là. C'est globalement un mix de tout ce que je viens de vous dire. On pourrait limite conclure notre discussion sur ça. Un produit structuré, une solution structurée. On a une anticipation, on est d'accord pour prendre certains risques. Moi, je suis un peu frileux, etc. Moi, je veux avoir une super protection, même si le sous-jacent dans lequel je crois, dans la stock dans laquelle je crois, fait moins 50%, j'ai quand même envie d'être protégé. Donc, du coup, ça, on va dire OK. Dire, ouais, mais moi, j'ai envie d'avoir un bête de rendement. Moi, si on ne me propose pas 8% par an, si on ne me propose pas 25% par an, ça m'intéresse pas. On va mixer tout ça, on va faire des compromis, et vivre, on a d'autres solutions structurelles. J'ai l'impression de me répéter, j'ai dû le dire déjà 2-3 fois ça, mais il faut vraiment que ça rentre, c'est super important. Et donc du coup, bon, pour éviter l'exposition directe, ça on a vu. Ah putain, bordel de chat. Je suis désolé, hein, mais ça c'est le matériel de l'université. Ouais, je pense que c'était pas passionnant, tout le monde est parti. J'avais écrit quoi là? Ah oui, ça c'est super. Je me rappelais plus que j'avais marqué ça, mais j'ai vraiment eu raison. S'exposer à des sous-jacents qui sont pas accessibles autrement. Imaginons maintenant que notre investisseur, notre monsieur l'endormi, random, il se dit, moi ma vision, c'est la suprématie de l'automobile allemand. Je ne sais pas par où, par quand, quelle entreprise allemande va performer, mais l'automobile allemande, c'est le top du top. Et là, en ce moment, ils ne sont pas trop bien parce qu'ils ont peur de la concurrence avec Tesla. Je parle toujours de mon truc. Ils ont un peu peur de la concurrence avec Tesla, mais j'en suis sûr, là, cette année, ils vont sortir le paquet. Je ne peux pas dire qui, mais je sens que l'automobile allemand, lui, il va performer. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur Bourse Direct et vous achetez toutes les stocks de tous les constructeurs automobiles allemands. Ou alors vous avez peut-être un petit peu de chance et il existe un ETF, Lixor, je ne sais pas trop quoi, sur automobile allemand Germany Manufacture ou un truc comme ça qui vous prend 2% à la fin de l'année tous les ans sur la performance du basket. Ou vous avez la possibilité d'investir dans un produit structuré sur l'automobile allemand. Donc, du coup, là, on ne vise plus une stock en particulier, mais sur l'automobile allemand. On pourrait faire la même chose, par exemple, sur des commodités, du pétrole. Le pétrole, franchement, je pense là, il a son prime. Jamais de la vie, dans un an, il vaut c'est 2 balles le litre. Chacun sa vision. Si cette personne-là pense que demain, le litre d'essence, il sera 1,30 €, il a une vision, il a envie d'investir là-dedans. Globalement, hormis trouver un short commodity, pétrole, etc., encore une fois un ETF, il n'y a pas forcément énormément de solutions. C'est là où on a la possibilité, avec ce genre de produits, des solutions structurées, d'investir dans des... Bonjour. D'investir... Ah bah ouais. Heureusement qu'il est recordé, parce qu'on l'a voulu, celui-là. Et donc, du coup, on a plein de possibilités d'investissement, on est super content parce que du coup, ça nous ouvre plein de portes. Je le vois comme ça, c'est horrible. Allô? Ah, c'est bon. Et
Et donc du coup, je parlais des commodités, il y a aussi de l'or, il y a aussi... Et en fait, c'est toujours cette vision, je suis bullish, ça vous parle? Oui, ouais, ça va, j'ai pas trop perdu le nom. Je suis bullish ou j'ai une vision un peu négative sur ça, il existe toujours une solution structurée pour ça. Et ça, franchement, alors je vais le répéter, mais c'est cool quand même. Je suis content de faire ça. Bah ça, je peux en content. Et bien, la volatilité. Oui, voilà, ça c'est aussi un super exemple. Par exemple, on a investi énormément. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des comptes titres, un petit peu d'actions totales, etc. Moi perso j'en ai un et tous les matins, ou tous les soirs plutôt, je regarde l'état de mon portefeuille et je constate que je me suis pris un moins 3% parce que le marché a craché, moins 4%, plus 2%, plus 3%. Et, il faut toujours s'imaginer qu'il y a deux types d'investisseurs. Il y a les petits porteurs. Nous, globalement, hein, j'en fais partie. On achète et on revend pour des petites sommes. On essaie de boursicoter un peu. Ça ne nous pose pas trop de problèmes fondamentalement d'avoir un plus 2%, plus 3%, moins 5, plus 10 pour les plus chanceux d'entre vous à la fin d'une journée. Quand on est une banque ou qu'on gère l'argent de nos clients, on ne peut pas se permettre à la fin de la journée de se dire « Ah, franchement, le marché, il a un peu baissé, votre portefeuille a perdu 4%. » Vous allez voir votre client qui est arrivé là avec 7 millions d'euros, après une semaine, tu lui dis « Ah, je suis vraiment désolé, mais il reste plus 6 millions d'euros. » C'est pas de votre faute, vous avez investi, le client avait une certaine vue sur le marché, il y a quelque chose qui est arrivé, ainsi de suite. Un produit structuré, généralement, la volatilité est beaucoup plus faible. Du coup, encore une fois, c'est une question de risque-rendement, on en a déjà parlé. Alors, je pourrais me faire taper pour ça, hein, mais certains produits structurés, ils sont moins risqués qu'à acheter directement, s'exposer directement en Delta One sur un sous-jacent. On va acheter un produit, ça nous permet, entre guillemets, on va dire, de lisser notre exposition. On se dit, même si tel stock fait moins 30, vu que je ne vais pas forcément perdre trop d'argent à la fin de l'année, la valeur, si je revends ce certificat-là aujourd'hui, je vais peut-être le revendre 900 €. Alors que la stock, elle a fait moins 30. Du coup, elle fait que moins 10. Et globalement, peut-être même juste on pourrait même la revendre, ça se trouve 1000. Si on arrive proximité de l'échéance du produit qui va bientôt payer ses super coupons de 8%, fondamentalement, on est moins risqué. On réduit la volatilité, on la baisse au maximum du portefeuille de nos clients. Toujours s'imaginer, on parle de plusieurs millions d'euros à chaque fois, et on ne peut pas se permettre d'être complètement, sauf quand on cherche le rendement, mais voilà, ça permet quand même de réduire un peu la volatilité du portefeuille. Moi, j'en avais pas d'autres. Je trouvais que j'avais un autre truc comme ça. Je regarde ce que j'ai écrit. C'est super ça. Là, on a fait pour l'instant beaucoup de... On est resté au-dessus de l'eau. On a parlé des produits structurés, etc. Super, c'est une black box, ça permet de filer du rendement. Ça va à la trésorerie, trading, je sais pas trop. Là, je vais vous donner plus d'exemples. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, un petit peu plus dans le dur, plus dans la finance. On va prendre... J'avais parlé des obligations juste avant. Du coup, les obligations, ça paye un petit coupon à la fin du mois. À la fin du mois, à la fin de l'année, ça dépend. Généralement, c'est à l'année. Donc, du coup, on appelle ça détacher le coupon. Et il y a un coupon qui se détache et puis on tient 2%. Il y a un deuxième type d'obligation qui est ce qu'on appelle une obligation zéro coupon. Donc, du coup, elle a une valeur nominale, une valeur faciale de 1 000 €, par exemple. Elle ne paye pas de coupon. Par contre, donc elle vaut 1 000 €, vous ferez rembourser 1 000 € à la maturité de l'obligation. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à 950. Du coup, vous l'achetez à 950 et au fur et à mesure des jours, elle va prendre un tout petit peu de valeur, petit par petit, jusqu'à arriver à 1000.
le jour où le produit, l'obligation sera rappelée, elle sera remboursée. Donc, du coup, ça, c'est une obligation linéaire, zéro coupon. Et ça a plein d'avantages en finance. Ça nous permet de mixer ça avec donc, du coup, des dérivés. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui arrive avec 1000 euros. Dit j'ai 1000 euros à investir et je sais pas trop quoi en faire. On peut proposer une solution structurée. Dans cette solution, on va prendre 970 de la solution des 1000 que vous avez. Avec ces 970, on va acheter une obligation, ça tombe bien, qui rembourse 1000 dans un an. Et ensuite, avec les 30 qui nous restent, on va acheter, parce que du coup on a un petit peu de budget, on va acheter un call sur une stock. Donc avec 30 pour 1000, on n'a pas forcément, on peut pas non plus viser la Rolls Royce du call, on peut pas non plus viser le truc qui est super volatile, mais on peut peut-être se permettre d'aller voir du côté d'un indice ou quelque chose comme ça, pas trop volatile. On mixe ça ensemble, et là on se retrouve avec un produit qui dit, on a parlé beaucoup de produits risqués, bon là on va essayer d'aller dans des produits un peu moins risqués. Tu as investi 1000 aujourd'hui, tu récupères 1000 dans tous les cas, c'est garanti, sauf si la boîte elle fait faillite, enfin, sauf si Léontech fait faillite dans mon cas. Tu récupères ces 1000 balles, ces 1000 euros, et en plus tu vas gagner la performance d'un sous-jacent. C'est génial. Franchement, les personnes qui ont fait un petit peu de finance et qui ont parlé un petit peu de call, on a un premium en call. Ce qui fait que, globalement, sauf si le sous-jacent performe, on perd le premium. Là, notre premium, il est financé par le coupon. Du coup, on ne perd pas. C'est génial. Alors, avec 30 euros de budget sur un call sur 2 ans, on ne va pas être exposé à 100% sur un sous-jacent. On va être exposé par exemple, à 50% de la performance du sous-jacent. Mais c'est possible, ça se fait. Surtout maintenant avec la remontée des taux d'intérêt. Du coup, on se retrouve avec des obligations qui payent de plus en plus, avec un taux de rendement de plus en plus élevé. Alors, attendez, je vais regarder, je m'emporte un peu. Des rendements de plus en plus élevés. Et donc, du coup, ça veut dire aujourd'hui une obligation qui est rappelée dans 2 ans à 1000 euros, elle vaut peut-être 950. Là, ça veut dire 50 euros de budget pour s'acheter des produits dérivés. Ou du moins, le trader a 50 euros de budget. Mais globalement, dans la construction, c'est la même idée. Et là, on commence à avoir des produits qui ont de la gueule. On arrive en disant, toi, ton capital, il est 100% garanti. Et en même temps, tu peux prendre des perfs liés à l'évolution du marché mondial. C'est cool, quoi. Dans tous les cas, tu perds rien. Bah, tu vas perdre l'inflation, quoi. Je veux dire, si on te redonne que 1000 et qu'il y a eu 3% d'inflation, bah, tu as perdu l'inflation. Mais ça a quand même des règles. Du coup, ça, c'était pour en revenir sur le coupon 0. Et donc, du coup, le dérivé, comme j'ai dit, donc, du coup, ça peut être un call, et ça peut être donc, du coup, l'achat d'un call. Du coup, là, vous payez pour avoir le droit d'acheter plus tard. Les personnes en droit, j'espère que je te fais pas trop peur, ça va. Ça va. Tu achètes le droit d'acheter, donc du coup, c'est toi qui achètes, donc du coup, c'est toi qui payes. Sinon, tu as une autre méthode, donc là, du coup, c'est l'inverse. Tu te dis, j'ai 1000 euros de budget, je vais aller me taper une obligation aujourd'hui qui vaut 1050, qui va rembourser 1100, du coup, 10% par rapport aux 1000. Et ces 50 euros qui me manquent là, je vais les financer en vendant un dérivé. Du coup, quand on achète un dérivé, c'est nous qui payons. Donc on paye par exemple 50 euros pour un dérivé, pour un call. On peut aussi vendre ce call-là. On peut vendre un put même. Pour le coup, c'est un put. Vendre un put. Et là, ce put, on le vend 50. Et donc du coup, on se retrouve avec un produit qui... alors on est vendeur du put. Alors là, ça doit faire peur un peu à des personnes. Soit vous avez peur, soit vous ne comprenez pas. Mais ça fait un petit peu peur. Hein. La vente d'un put, c'est la dernière chose généralement qu'on voit dans les dérivés. Ça veut dire, globalement, on est exposé à la baisse d'un sous-jacent. C'est-à-dire que le sous-jacent, il baisse, on perd de l'argent, le sous-jacent, il monte, on ne gagne rien.
on va juste gagner le premium. C'est une drôle de vision, hein, mais ça permet par exemple que tu es vraiment attaché à quelque chose. Donc là, je vais juste parler de la vente du put. Tu es vraiment attaché à une stock, mais tu sais qu'elle va se casser la gueule. Tu sais que globalement, c'est quand même fort probable qu'elle ne marche pas très très bien, mais tu veux quand même la garder. Du coup, tu vas vendre un put, et donc du coup, tu vas être exposé à la baisse du sous-jacent, mais tu as le premium en plus. Donc en fait, toi, tu as à la fin, all in all, tu as toujours ton action, parce que du coup, le put a été exercé. Par contre, tu as gagné le premium. Du coup, d'une année à l'autre, tu as toujours ton action. Par contre, tu as chopé 8%, parce que tu avais vendu un put là-dessus. Et donc du coup, ça mêlé ensemble avec les 3%, les 4% qu'une obligation zéro coupon te ramène, là on commence à avoir des produits qui ont la gueule. Et donc du coup, ça c'est un autre type de produit. Alors on va faire un peu un récapitulatif des différents produits, comme ça vous allez peut-être y voir plus clair. Moi je vais pouvoir me recentrer un petit peu sur ce que je dis, je ne vais pas partir en couille. Je suis désolé, je suis vulgaire, c'est pas bien. Soyez pas vulgaire. Du coup, quatre grandes catégories, on les a déjà quasiment tous vues, mais sans forcément s'en rendre compte, on les a vues. On a parlé des produits à capital garanti, donc du coup c'est ce qu'on disait, on achète avec nos 1000 euros, on achète 170 euros d'une obligation, et avec les 30 derniers, on achète un call. À la fin, l'obligation elle est rappelée, elle t'en donne les 1000, tout le monde est content, ton capital est garanti. On peut refaire la même chose avec quelque chose qui coûte 870 et qui sera rappelé à 900. Donc là, tu as 130 euros de budget pour acheter des calls. Par contre, si les choses ne se passent pas bien, ton capital est garanti qu'à 90%. Là, généralement, capital garanti à 90%, c'est la limite pour considérer ça comme un produit à capital garanti. En dessous, c'est un autre produit. Du coup, ça c'est la première catégorie. Donc, du coup, ça c'est généralement l'antithèse des produits structurés, c'est le produit qui te garantit ton capital. Donc, généralement, c'est pas forcément ce qu'on vend le plus. Les personnes qui sont intéressées par des produits structurés sont plus là pour du rendement, pour du risque. Là, on propose des solutions avec une partie du capital qui est garantie. Comme j'ai dit, ça devient plus intéressant maintenant avec la montée des taux, mais sinon avant c'était pas forcément trop intéressant. Avec des petits taux de rendement, on te dit tu achètes une obligation de 990, elle est redimée à 1000 dans un an, avec 10 balles on fait pas grand chose. Je dirais, voilà, toujours le même principe. Les produits de rendement, donc du coup là c'était le deuxième produit qu'on a parlé. On avait parlé des produits où on vendait un put. Donc, du coup là, ce produit-là, ça veut dire que la performance, le rendement maximum, il est capé, parce que du coup, si le sous-jacent dans lequel on a investi surperforme, toi en ayant vendu ton put, la personne qui a acheté le put, il n'exerce pas, toi tu as juste gagné le premium, plus les 1000 euros qui sont redeem de ton obligation, tu as fait 1010. Le sous-jacent, il a performé, il a fait plus 30, plus 40. Toi, tu as fait juste plus 10. Donc, du coup, ça, c'est un produit de rendement. Par contre, si le sous-jacent baisse légèrement, c'est généralement la vision des personnes qui achètent ce genre de produit. Tiens, alors, je vais peut-être tout petit peu plus rentrer dans les détails. Si je parle de forward, est-ce que ça vous parle? Un petit peu, pas trop. On a déjà entendu parler, mais on ne se rappelle plus trop c'est quoi. Globalement, on pourrait dire que le forward des marchés financiers, il est à la baisse. C'est-à-dire que si on prend tout un ensemble d'un pays, ou toutes les boîtes d'un pays, ou prenez ce que vous voulez, généralement, l'année d'après, la valeur des actions légèrement moins élevée que la valeur actuelle. On a toujours l'impression que quand on investit dans les marchés financiers, quand on investit dans l'equity, dans des actions, les actions elles performent tout le temps. En fait, c'est pas vrai.